l'IA suscite des nouvelles craintes, des craintes accentuées pour les Français. Et en fait, on constate que les usages sont en croissance forte. La confiance dans l'IA au sens global, sous toutes ses formes, j'ai envie de dire, chute. C'est un résultat qui, je pense, étonne pas grand monde ici. Mais donc, on va essayer de creuser cette question de comment on construit de la confiance dans ce contexte, comment on construit une IA de confiance. Et pour commencer, je voulais commencer avec toi, Anis. Tu crées des contenus sur Internet, notamment sur YouTube. Tu es suivi par près de 400 000 personnes, soit à peu près 2000 fois cette salle quand même. Et donc, dans ce travail, tu es au contact finalement des Français sur des sujets IA. En fait, ta ligne édito, c'est un petit peu, tu es l'ingénieur qui parle d'IA sur Internet, si je résume. Qu'est-ce que tu apprends du rapport des Français à l'IA et comment tu crées un lien de confiance justement sur Internet? Alors merci déjà pour l'invitation et c'est une bonne question. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé à créer du contenu, donc moi je suis ingénieur en IA de formation, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine et je commençais à créer du contenu sur l'IA avant qu'on parle de l'IA-Gen, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle d'IA, ils parlent uniquement de ChatGPT, mais l'IA ça va bien au-delà de uniquement ChatGPT. Et en fait, moi, ce que je constate actuellement, donc moi, je suis suivi par tout, et il ne faut pas se dire les réseaux sociaux, c'est que des jeunes, vraiment. Moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de professionnels du domaine. J'ai jusqu'à des directeurs monde du 440, etc., etc. Et les gens s'informent sur les réseaux sociaux et se forgent une opinion sur les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est du coup une des technologies en plein boom actuellement, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que les gens ils sont de plus en plus divisés en deux groupes. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens très pro IA, ce qu'on appelle aux États-Unis les accélérationnistes. C'est-à-dire il faut y aller. Et à l'inverse, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être contre l'IA. C'est-à-dire que moi, sur mes contenus, j'ai des gens qui viennent me mettre en commentaire, typiquement fuck l'IA, on ne veut pas entendre parler de l'IA, etc., de manière très crue, comme ça. Et généralement, quand on essaye de débattre, au début, j'essayais de débattre pour essayer de comprendre, mais en fait, c'est le problème de débattre entre extrêmes, c'est qu'il n'y a pas de débat possible, en fait, malheureusement. C'est-à-dire que tout le monde va être de plus en plus dans des postures. Et aujourd'hui, il y a finalement très peu de gens qui sont entre ces deux milieux assez extrêmes. Moi, je trouve ça assez dommage, parce que d'un côté, on va avoir ceux qui sont contre l'IA, ils vont revenir souvent avec les mêmes arguments, c'est-à-dire l'IA est anti-écologique, l'IA vole les artistes, l'IA vole les données, etc., etc. Et ceux qui sont à l'inverse, pour accélérer l'IA, en fait, ils vont avoir les arguments inverses, c'est-à-dire l'IA améliore la transition écologique, l'IA permet d'améliorer, d'augmenter la productivité et la créativité des gens, etc., etc. Donc moi, en tout cas, pour faire une réponse courte, malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus divisé. Et sur la question du lien de confiance, comment justement tu gères cette relation parasociale et tu fais en sorte que les gens suivent tes contenus et pensent que tu es un bon ingénieur IA toi plutôt qu'un autre? Comment tu gères cette relation? Ouais, moi, je pense que si les gens ils me suivent, c'est parce que en fait, je suis ingénieur dans le domaine. C'est-à-dire que j'ai fait partie de la première promotion diplômée de télécom en IA en 2016. Et en fait, les gens ils me suivent parce que c'est mon domaine, quoi, entre guillemets. Mais il y a de plus en plus de personnes qui parlent d'intelligence artificielle. Je pense que vous regardez tous LinkedIn. Je pense que dès que vous ouvrez LinkedIn, vous avez une personne random qui va vous parler d'IA et tout le monde devient expert d'IA avec un effet de Dunning-Kruger assez incroyable d'ailleurs. Mais ce lien de confiance, je pense qu'il se crée sur la durée et surtout il se crée, et ça c'est vraiment important, et je profite d'être là avec des acteurs du monde privé, etc. Il se crée pas que en disant quand ça se passe bien. C'est-à-dire parce que souvent les boîtes par exemple elles ont tendance à communiquer, et moi je fais des OP avec plein de boîtes, j'ai fait des OP avec plein de boîtes qui sont en commentaire, en logo ici, OP pardon, c'est c'est faire des sponsors, quoi, voilà. Et en fait souvent on veut uniquement montrer ce qui va bien, mais en fait la confiance elle se crée pas en montrant que ce qui va bien, la confiance elle se crée aussi en montrant ce qui va mal. Et du coup, je pense que cette honnêteté intellectuelle quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, et assumer quand ça va mal, en disant pas forcément qu'on est les meilleurs et les plus beaux tout le temps, en fait, je pense que c'est ça qui crée la confiance. En tout cas, moi, les gens, ils me suivent, je pense, parce que j'ai aussi une grande gueule, etc. Donc, les gens, ils aiment bien ça aussi. Et voilà, je pense. Merci beaucoup, Anis. Smara, de votre côté, vous avez organisé des ateliers
pour justement aller au contact des Français et mieux comprendre leur perception de ces sujets-là. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Oui, en effet, nous avons lancé avec 5 partenaires, la Caisse des dépôts, le groupe Orange, l'INRIA, la Croix-Rouge et puis cybermalveillance.gouv.fr, un consortium il y a 2 ans dans la volonté d'aller un peu à la rencontre des citoyens et comprendre comment ils percevaient en fait cette notion de confiance, essayer de comprendre un peu plus dans le concret, il y avait quoi derrière un Français sur 2 qui ne fait pas confiance aux usages en ligne. Et on a réalisé l'année dernière une première campagne de sensibilisation. Et puis en 2025, nous sommes retournés parler aux citoyens parce que nous avions besoin de creuser à la fois le sujet de la confiance en tant que tel, donc essayer de voir comment ça a évolué. Et puis on voyait bien apparaître ce sujet de l'intelligence artificielle. On avait envie de discuter avec eux et voir un peu comment l'intelligence artificielle s'inscrivait vraiment dans leur quotidien, dans les usages, et comment ils se positionnaient en termes de confiance autour de ces sujets. Moi, peut-être démarrer par dire que je ne suis pas étonnée des résultats du baromètre, parce qu'on a capté à peu près la même chose dans les ateliers interterritoires. Les Français nous disent la même chose. Je pense qu'il y a aussi un effet qui est important, qui est celui que l'intelligence artificielle est apparue réellement de manière massive il y a quelques années, et que par l'usage en fait se développe de plus en plus, l'exposition à l'IA se développe de plus en plus, et à travers l'usage, à travers l'exposition, cette confiance, elle diminue parce que les citoyens se rendent de plus en plus compte des limites qu'il y a derrière. Ce qui est aussi important et ce qu'on a capté dans la manière dont les citoyens perçoivent l'IA, c'est que il y a des barrières qui n'existent plus. En tout cas, on utilise l'IA à la fois pour la vie pro, pour la vie perso, et on va mélanger la même journée des questions ou on parle de chat GPT là, on va y injecter des données, des informations personnelles comme des données professionnelles, sans aucune barrière entre ces deux sujets-là. Et pour autant, les citoyens ne sont pas aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas forcément en confiance. Donc ça, c'était un premier élément que nous avons capté dans les ateliers et qui était important. Le deuxième élément, c'est que dans l'utilisation de l'IA au quotidien, l'IA est perçue comme une base de départ, et bien perçue comme une machine, comme un agent conversationnel auprès duquel on va aller s'informer, tester des idées, mais les citoyens ont bien conscience du fait que c'est une machine. Et ce qui est rassurant, c'est que, in fine, la décision qu'ils prendront, ou en tout cas le choix qu'ils feront, sera un choix personnel, influé, mais pas de manière majoritaire par ce que l'IA dit. Et ça, c'était aussi un enseignement qui était important pour nous. 3, on voyait souvent, on dit l'IA, en fait, on est attiré parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est très puissant. Et ça, c'est vrai. Et en même temps, ce qu'on a capté aussi, c'est que de plus en plus, les gens passent du temps avec l'IA. Donc là où c'était au démarrage un outil qui permettait de faire gagner du temps dans ce qu'ils faisaient pour leurs usages perso, là, ce temps-là, ce gain de temps diminue parce qu'il y a de plus en plus, il se positionne de plus en plus dans l'échange, dans la demande de précision, voilà. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Smara. Raphaël, merci d'être parmi nous. Du côté d'Orange France, quelle est votre approche sur ces sujets d'IA, et est-ce que vous avez une démarche qui viserait justement à construire ce qu'on pourrait qualifier d'IA de confiance ? Ouais, bonjour à tous, ravi d'être là. Oui, on a une démarche. L'IA, c'est un petit peu comme tout le monde. Voilà, c'est arrivé.
je distingue deux types d'IA, on va dire les IA qui préexistaient, qui étaient plutôt décisionnelles avec le scoring, le machine learning. Et c'est vraiment l'IA générative qui a changé la donne dans en tout cas l'appréhension qu'en ont les personnes et aussi l'appropriation qui se faisait quand même beaucoup plus facile pour les uns et pour les autres. Le point de départ quand c'est arrivé, c'était quand je discutais là, avec mes collègues au moment où ça arrivait, c'était qu'est-ce que c'est que ce truc-là est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc, c'est vraiment cette mécanique-là. Donc le point de départ pour nous, ça a été de se dire, mettons un bac à sable à disposition de l'ensemble des collègues. Je pense que c'était vraiment ça, un grand bac à sable dans lequel chacun va pouvoir pratiquer. Alors il y avait deux raisons à ça. Il y avait une question liée à l'usage, et ça fait très écho avec les résultats que vous avez sur le baromètre. C'est en pratiquant et en se rendant compte de ce que ça peut faire pour on va dire son intérêt personnel, en tout cas dans son travail, là en l'occurrence, on sera peut-être plus enclin à l'utiliser à des fins utiles, à lui faire confiance et à être moins défiant sur le sujet, même si le côté écologique transparaissait beaucoup dans les échanges qu'on avait sur comment est-ce que j'encadre ça, comment est-ce que je peux diminuer mon impact quand même en le faisant. Donc vraiment ce volet appropriation, bac à sable mise à disposition, et après c'est passé beaucoup par de l'acculturation et des formations par la pratique. Comment est-ce que pour chaque fonction métier, on le prend en main et on se l'approprie, on se crée ses propres outils avec des collègues qui sont plus experts. Je pense qu'Anis, tu parlais de ton expertise à toi qui faisait qu'il y avait une confiance dedans. Le fait qu'il y ait une appropriation, en tout cas qu'on tienne la main aux collègues par quelqu'un qui connaît le métier, qui a commencé peut-être un peu plus tôt à ça et qui a commencé à pratiquer, ça a été vertueux et ça a donné confiance. Donc ça, c'est vraiment le premier axe sur l'acculturation. Après, dans une entreprise comme la nôtre, il y a aussi un sujet, je crois que c'est Stéphane qui parlait de cette partie-là tout à l'heure, c'est de l'utilité de ce qu'on fait. C'est voilà, l'IA, on ne le met pas à toutes les sauces, juste parce que c'est l'IA, il y a un effet de mode. C'est vraiment de s'assurer du lien utile, que ce soit à usage interne pour les applicatifs qu'on met à disposition, ou que ce soit ce qu'on met dans les mains du client, quel qu'il soit, hein, le client, vous, moi, mais aussi les entreprises pour lesquelles on a des interactions. Et après, c'est la gouvernance qu'on met en place, c'est-à-dire pour donner confiance dans ce qu'on fait et l'utilité, c'est chez nous les projets IA, on s'est rendu compte que pour s'assurer que ce soit bien ancré dans nos valeurs, que ce soit encore cette notion d'utilité à toute fin, c'est pas qu'un sujet d'expert. Les projets suivent en fonction du niveau de risque. En tout cas, on leur tient la main avec des experts des ressources humaines pour regarder si ce qu'on fait peut avoir un impact sur le métier, sur l'emploi, sur la position de travail. Des experts de la sécurité, du juridique évidemment, parce qu'on a des réglementations sur le sujet. Mais ce n'est pas qu'une question métier. Voilà. C'est un petit peu cet ensemble-là qui, pour moi, je pense, donne le socle de la confiance dans les projets d'IA qu'on travaille dans l'entreprise. Merci beaucoup. Et si on revient sur les résultats du baromètre, quand on regarde quelles sont les craintes des Français à l'égard de l'IA, il y a, je dirais, deux sujets principaux. Il y a un sujet sur le travail et l'avenir de leur métier qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et l'autre, c'est tout ce qui concerne en gros une forme de cybercriminalité augmentée. À Nice, je ne vais pas spoiler votre travail, mais dans une prochaine vidéo, vous vous intéressez aux données personnelles des Français. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est important aussi de montrer aux gens les dangers et les risques sur ces sujets-là. Et du coup, ma question c'est ça ici. Est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on apprend quand on va chercher à récupérer les données personnelles qui auraient fuité, qui se trouveraient en ligne? Ouais. Déjà pour présenter rapidement, mais en fait, moi sur YouTube, ce que je fais, c'est que je dev des projets. D'accord. Et en fait, j'aime bien prendre le pli de dire, à la place de dire imaginez si ça arrive, et ben en fait on le fait en sorte que ça arrive en développant le truc et après on en parle. D'accord. Par exemple, j'ai fait un projet où j'ai codé un drone qui reconnaît des gens dans la rue et qui les suit jusqu'à déclencher un petit truc, etc. avec de la farine qui explose. Pourquoi? C'est pour parler en fait du danger des armes autonomes. J'ai fait un projet où j'ai codé 4 IA sur des applications de rencontres et je les ai fait parler à 15 000 mecs. Pourquoi? Pour savoir si aujourd'hui des gens peuvent se rendre compte qu'ils sont en train de se faire draguer par des modèles d'IA. Vous voyez en fait tous ces trucs où on se dit imagine si ça arrive, et ben en fait moi je le fais sur ma chaîne YouTube. Et en fait un des prochains sujets auxquels je m'intéresse, c'est est-ce que avec l'intégralité de toutes les fuites de données qu'il y a eu, on serait capable de
connaître en fait l'adresse, le numéro de téléphone de n'importe quel Français. Et du coup, à la place de dire est-ce que c'est possible, et ben en fait, on le fait et on regarde. Et pour pas vous spoiler, je pense que vous savez, mais la réponse malheureusement c'est que oui. Voilà, travailler pour faire en sorte de ne pas avoir de fuite de données, s'il vous plaît, merci. Et du coup, j'ai oublié la question. Ma question c'était est-ce que c'est important du coup de montrer cette réalité aux Français pour justement participer à la confiance qu'ils ont dans le numérique. Ouais, je pense qu'en fait, et c'est vraiment ça, et je pense que c'est central dans la technique et la science, c'est qu'il faut démontrer par la preuve. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques en mathématiques, etc., la démonstration par la preuve, elle est puissante, d'accord ? Et la démonstration par la preuve, elle est importante parce qu'en fait, elle permet de dire aux gens, c'est pas dans le futur, mais c'est déjà aujourd'hui et il faut en parler aujourd'hui. Et parfois, ça fait pas plaisir. Il y a des choses qui font pas plaisir. On se rend compte que ça fait pas plaisir de savoir que potentiellement notre enfant, on peut connaître son numéro de téléphone et son adresse en 1 seconde dans une base de données. Mais en même temps, on peut pas juste fermer les yeux sur ça. Et en fait, le fait de montrer, ça permet justement de créer justement ce lien de confiance qui est ultra important, sans tomber dans la psychose. Parce que moi, je milite justement pour pas faire en sorte qu'on tombe dans le fait de dire oulala, l'IA c'est dangereux, la data c'est dangereux, la blockchain c'est dangereux, etc., parce que sinon, si on avait commencé à faire ça depuis le début de l'humanité, on n'aurait jamais inventé le feu, quoi. J'aime bien dire. Mais en fait, il faut le faire, je pense, de manière responsable. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas croire que les gens sont débiles, quoi. C'est-à-dire que on pense que souvent il suffit d'afficher un truc dans le métro en disant c'est quoi l'exemple que j'avais, c'est par exemple si demain la SNCF affiche un truc en disant nos trains arrivent à l'heure, vous allez dire non. C'est pas vrai, d'accord ? Donc en fait, je pense que le but, c'est justement de ne pas croire qu'en sortant des slogans, en disant par exemple on est une banque de confiance, en fait automatiquement les gens ils vont se dire c'est une banque de confiance, on va les croire. Non, je pense qu'il faut faire la démonstration constante de cette confiance, et ça passe par le fait, de montrer quand ça va mal, de montrer quand ça va pas bien, sans tomber dans la psychose. Et ça, le but principal, justement, c'est de l'éducation, entre guillemets. Et sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est là où les gens s'informent en priorité. Il ne faut pas oublier que dans le top 6 des sites les plus visités de la planète, vous avez 4 réseaux sociaux, Google et une IA, ChatGPT. C'est les sites les plus visités de la planète. C'est pas des sites institutionnels, c'est pas des sites privés, etc., etc. Et je pense c'est un truc qu'il faut toujours travailler. Et je vous donne un exemple. Mais moi, sur la prochaine vidéo que je fais là sur les fuites de données, j'ai essayé d'aller parler à des entreprises qui ont subi ces fuites de données en disant venez, on en parle, parce qu'en fait, moi j'ai trouvé mon numéro de téléphone dans votre base de données, quoi. C'est un peu problématique. Ils m'ont dit non, désolé, on veut pas parler de ce sujet. Et tout le monde le sait, vous voulez pas parler de ce sujet, après malheureusement les gens ils vont se faire une mauvaise idée. Donc bref, je pense que c'est un truc qui est important à comprendre, c'est que les gens sont pas débiles, et 2, les gens vont pas juste avaler ce qu'on leur dit quand on leur dit croyez en notre IA, croyez en notre agent faites-lui confiance. Non, je pense qu'il faut toujours démontrer, et je pense que ça c'est un travail important. D'humilité, quoi. D'humilité dans le sens où il ne faut pas croire qu'on est les meilleurs tout le temps, et il ne faut pas dire qu'on est les meilleurs tout le temps, mais il faut démontrer qu'on est les meilleurs. Parce que quand vous êtes les meilleurs, normalement, vous n'avez pas besoin de le dire. Merci Anis. Sur Smart, de votre côté, est-ce que ces sujets du coup, de cyber, de sécurité en ligne, vous gérez une identité numérique en ligne et d'immenses jeux de données, est-ce que pour vous c'est aussi un des piliers centraux de la confiance des Français dans le numérique ? Oui, c'est clair. Et puis je me fais un peu la voix du citoyen aujourd'hui, mais c'est ce que les gens attendent aussi. Dans les ateliers que nous avons fait en 2025, il y a 2 sujets qui remontaient de manière très forte. Tout ce qui était lié aux fraudes, aux arnaques, au phishing. Et là, les gens, c'est un peu ce que tu dis. En fait, les gens, ils disent, mais en fait, aidez-nous avec quelques outils qui nous permettent de faire face à ça. Donnez-nous, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous, avec la campagne Prenez la confiance, c'est de projeter les gens, non pas, peut-être, c'est un peu là où on est peut-être complémentaire à ce que tu peux faire, toi, non pas dans une logique d'exposer au risque, mais plutôt dans une logique de dire,
il y a aussi des réflexes qu'on peut installer, il y a aussi des tips qu'on peut avoir. Et si on outille les citoyens avec les bons réflexes, les bons tips, les bons numéros, les bonnes plateformes, etc. En fait, ça peut être des choses hyper simples, en fait. Et les gens, ils ont besoin de ça. Donc, nous, on était initialement dans la campagne de sensibilisation, parce qu'on fait chaque année une campagne de sensibilisation. Initialement, on était parti en réflexion sur quelque chose autour de l'IA. Et en fait, les gens, ils ont exprimé le besoin d'avoir quelque chose autour du phishing. En fait, c'est une vraie problématique. Et donc, on a fait une vidéo. On part d'un cas concret que les gens rencontrent. Vous recevez un SMS, vous attendez un colis, vous avez un lien. Est-ce que c'est le bon lien? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Comment je me protège et comment je reste en confiance? Après, sur l'IA, et je rejoins ce que tu dis, les gens, ils savent mettre des barrières, en fait des lignes rouges. Ils savent, il y a des sujets sur lesquels ils essayent d'être plus attentifs. Tout ce qui relève à la santé, à l'éducation, aux données personnelles. Mais pourquoi je dis ils essayent? Parce que quand on échange avec eux, ils nous disent « Mais oui, bien sûr, en fait, je suis pas bête. Je sais bien que je dois pas mettre mes données dans ChatGPT et puis je le fais pas. » Voilà. Et après, quand on creuse un peu avec eux, on dit « Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec ChatGPT ?» Ils finissent par te dire en fait, j'ai construit mon dossier pour le divorce avec ChatGPT, j'ai fait les statuts de mon association avec ChatGPT, etc. Et là, ils disent et en fait, ils prennent conscience, en échangeant avec eux, ils se disent et en fait, je suis allé trop loin, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et donc, le sujet, il est là, c'est comment on sensibilise. Il y a un énorme besoin de sensibilisation auprès de ces enjeux-là. Et ça, on ne peut pas le faire chacun dans notre coin, en fait, si on le fait ensemble, avec nos différentes façons de faire, c'est là où on touchera le plus de gens. Et ça fait une parfaite transition avec la question que je voulais poser à Raphaël. Comment vous faites justement, de votre côté, pour accompagner les Français dans l'utilisation de l'IA? Je sais que vous avez des enjeux d'inclusion numérique. Qu'est-ce que vous mettez en place sur ces sujets? C'est un sujet qui est compliqué, comme tu disais là. Ça joue au chat et à la souris quand même beaucoup entre les arnaques et la façon dont on peut essayer de proposer de la pédagogie ou des solutions techniques sur le sujet. Alors comment est-ce qu'on fait? Sur la partie inclusion numérique, ça fait déjà plusieurs années qu'on mène des ateliers sur la compréhension du numérique pour pouvoir accompagner des gens sur le sujet. Et on a développé des ateliers spécifiques à l'IA en termes d'appréhension. Alors ça va aussi sur le numérique pour pouvoir appréhender les usages de mon adolescent, pour des parents qui ne sont pas natifs quand les adolescents sont natifs. Sur les ateliers sur l'IA, je crois qu'ils ont commencé au début de l'année dernière. Ce n'est pas des volumes très importants en termes de la population, mais dans milliers de personnes qui participent à ces ateliers-là. Donc voilà, c'est une des façons que ça prend en termes d'inclusion numérique. Ce qu'on a développé aussi, c'est des produits qu'on met à disposition. Enfin, je pense pas forcément des produits payants d'ailleurs. On a un site internet, cybersécurité.orange.fr, où tu peux tester un SMS, un lien qui est donné, en tout cas un contenu que tu as reçu pour tous les citoyens, pas forcément pour les abonnés Orange, pour juste pouvoir te dire déjà est-ce qu'il est problématique ou pas. Je crois que c'est un peu plus de 500 000 personnes qui ont testé l'année dernière au moins ce truc-là. C'est plein de petits outils-là qu'on met à disposition pour donner des solutions. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça sur cette partie-là. Et après, pour les services aux entreprises, on a des choses beaucoup plus importantes, parce qu'on a aussi des clients entreprises. On a une filiale qui est Orange Cyberdéfense, qui est spécialisée dans le sujet, qui, elle, va fournir quand même un certain nombre de choses. De là, après, voilà, c'est un jeu pas simple sur ce sujet-là. Mais nos clients sont très sensibles à ça. Le sujet, c'est leurs données. Mais après, effectivement, comme tu disais, Smara, juste avant, c'est entre ce que je crois faire et la pratique que je fais. Il y a un écart et il faut creuser. Dans ces ateliers, on se rend compte, effectivement, en disant, oui, en termes de pratique, attention dans ce que tu fais. Peut-être réagir. Moi, il y a un exemple qui m'a frappé quand on parle des données de santé.
Et c'est là où il faut donner la voix aux citoyens aussi. En fait, les citoyens, ils peuvent dire, je suis pas d'accord avec ça. Ils peuvent questionner dans leur quotidien ce qui se fait avec leurs données. L'Axel a publié en fin d'année 2025 un baromètre IA et santé, santé et IA. Data et IA en santé. Data et IA en santé, voilà. Faut quand même savoir que vous avez 90% des médecins qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur métier, que vous avez un tiers des médecins qui l'utilisent tous les jours, et que sur 90% des médecins qui l'utilisent régulièrement, vous avez un seul médecin sur 2 qui informe le patient. Et ça, c'est juste pas acceptable. C'est juste pas possible. Et donc, il faut aussi donner la voix aux citoyens et la capacité et les sensibiliser pour qu'ils prennent l'habitude de dire si je partage ces données avec toi, qu'est-ce que tu en fais? Smara, je poursuis avec toi. Est-ce que finalement le sujet, c'est un sujet de confiance des Français dans l'IA ou dans d'autres technos, enfin dans le numérique, ou est-ce que c'est plutôt un sujet de confiance des Français en eux à utiliser ces technos? Il y a 2 ans, je t'aurais dit que collectivement, nous avions la possibilité de faire augmenter la confiance des Français dans le numérique. Et j'ai un peu changé d'avis parce qu'on voit quand même depuis 10 ans qu'on est entre 42 et 47% des Français qui font confiance dans le numérique. Donc en fait, moi je pense que ce chiffre-là, il évoluera peut-être un tout petit peu à la hausse, mais pas de beaucoup. Par contre, il faut faire avec. Et donc, ce qui est en train de changer, c'est effectivement le sujet de la confiance en soi. Ils n'ont pas confiance dans le numérique. Par contre, ils font énormément d'efforts pour mettre en place autour d'eux un cadre de confiance. Ils s'en forment, ils se forment. Et donc, du coup, on ne parle plus de confiance, mais d'une sorte de compétence à rester en confiance dans les usages numériques. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui me semble vraiment important. Et nous, avec la campagne Prenez la confiance, et on a une plateforme Prenez la confiance sur laquelle l'ensemble des partenaires posent des tips, voilà, on partage tout ce qu'on est en train de faire. Mais avec la campagne Prenez la confiance, c'est aussi ça l'idée, c'est de donner des tips. Et donc, les 4 tips qu'on pousse, nous, sur l'IA, c'est réfléchissez bien aux données que vous mettez dans une intelligence artificielle. 2, le sujet du libre arbitre. Il y a une énorme préoccupation des Français sur cette question de libre arbitre, c'est-à-dire comment on forme la jeunesse pour qu'elle se rende compte de comment elle utilise cette intelligence artificielle. 3, ce que je viens de dire sur la santé, c'est le citoyen doit avoir une voix sur ces sujets. Et puis 4, le sujet de la responsabilité. Est-ce que vraiment j'ai besoin de passer par une IA pour faire une recherche classique sur Google, quoi, en fait. Il y a aussi un peu de ça. J'entends tout ce que vous dites sur ces besoins d'accompagner, de former les Français, et je trouve que ça résonne avec ce que tu disais à Nice sur le fait de faire la preuve par exemple et mettre les mains dans les IA et dans le code. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tous ingénieurs en intelligence artificielle, c'est-à-dire, je prends un exemple. À Nice, je crois que cette semaine, tu as fait un post où tu dis, pour moi, c'est ça les 4 grands secteurs d'avenir dans l'IA. C'est là-dedans que vous devriez chercher à monter en compétences. Bon, le post en soi montre bien qu'on ne peut pas être bon dans l'ensemble des secteurs d'IA. Donc, en fait, comment on fait? Est-ce qu'on se contente de YouTube comme intermédiaire ou de DocaPost ou d'Orange pour nous accompagner? Ou comment on positionne ce curseur de être accompagné, être formé, sans pouvoir tous devenir ingénieurs IA? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. En fait, je pense... moi, par exemple, ma spécialité, elle est sur l'analyse d'images de traitement satellitaire. D'accord, j'ai fait ça en 2016, etc., etc. Et en fait, au final, je me suis retrouvé à travailler sur des systèmes de recommandation pour des millions de Français, etc. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le ROCO 6, etc. C'est très différent. Du computer vision au système de recommandation, c'est excessivement différent. Là, maintenant, aujourd'hui, je fais du GEO et de l'AI Search avec ma boîte pour des grands comptes, etc. C'est aussi totalement différent. En fait, je pense qu'on ne peut pas tous être, entre guillemets, ingénieurs, et c'est pas souhaitable. Quand on est ingénieur, nous, ce qu'on nous apprend en école, c'est en fait
de continuer à apprendre. En vérité, on apprend des méthodes pour continuellement apprendre. Et encore une fois, en fait, ça évolue tellement vite que quand moi j'étais en école d'ingénieur il y a 10 ans, on ne savait pas que Google allait faire les Transformers en 2018, quoi. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas tous devenir experts, mais je pense qu'on peut tous devenir curieux. Et c'est un peu ça la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous devenir bons dans tous les domaines, c'est impensable et c'est aussi non souhaitable, parce qu'être bon partout, ça veut dire être bon nulle part finalement. Mais je pense qu'on peut de plus en plus s'intéresser. Je pense que l'IA, en l'occurrence, il ne faut pas oublier aujourd'hui, moi, ce que je dis dans ma boîte quand je pitch ma solution, c'est aujourd'hui les IA sont en vérité les nouveaux influenceurs. C'est-à-dire que les gens se forgent une opinion avec l'intelligence artificielle. Les gens ne se contentent pas juste de rechercher quels produits ils vont acheter pour Noël. Les gens vont demander l'année prochaine à une IA quoi voter, globalement. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut considérer. Et l'IA, elle peut aussi nous permettre d'être plus curieux sur tout un tas de nouveaux domaines. Moi, je compte plus le nombre de gens qui me disent Anis, je ne savais pas du tout coder et j'ai fini par coder un petit truc. Ils sont pas transformés du jour au lendemain en ultra bons développeurs. Mais en tout cas, ils se sont transformés en quelqu'un qui, avant, c'était inaccessible, le code, et maintenant, c'est devenu accessible. Et je pense que l'IA, elle gagne en tout cas de la confiance chez les gens parce que justement, elle casse ce qu'on appelle les gatekeepers, quoi. Elle casse le fait de passer du 0 au 1. Vous savez, quand vous démarrez quelque chose, le but, c'est pas de passer de 1 à 2, à 3, etc. Le plus difficile, souvent, c'est juste de commencer. Et en fait, l'IA, elle permet de commencer plus rapidement. Et moi, je recommande aux gens de s'y intéresser, de mettre les mains dans le cambouis autant qu'ils veulent. Et en fait, parfois, on va se rendre compte que c'est pas pour nous, on n'aime pas, parce qu'aujourd'hui, en IA, typiquement, il y a beaucoup de gens qui se disent l'IA, c'est l'avenir, la robotique, c'est l'avenir, je veux faire une reconversion professionnelle là-dedans, let's go, je fonce et je me forme dedans pour espérer gagner plus d'argent, avoir une meilleure carrière, etc., etc. C'est pas magique, mais en tout cas, l'IA, elle facilite, en tout cas, je pense, ce chemin. Après, est-ce qu'elle le facilite de la meilleure des manières en faisant croire que parfois on peut devenir expert sans être expert? Moi, mon frère, il est médecin et il me raconte que tous les jours, il a des gens qui viennent le voir et qui lui disent ChatGPT m'a dit ça. Et du coup, attendez, c'est intéressant parce que je vous vois que vous hochez la tête. Mais du coup, il ne prend pas de manière négative. En fait, pour lui, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que l'IA, elle leur a dit quelque chose et finalement, ils sont venus consulter le médecin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contentés de juste récupérer ce que l'IA leur disait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La différence. C'est-à-dire que ça les a poussés, entre guillemets. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est pas mal. Ça résonne avec ce que disait Smara sur le fait que les gens ont bien conscience que c'est une machine, en fait. Ils l'utilisent plutôt comme un outil. Peut-être pour rebondir, Raphaël, sur ce sujet de compétences, sur les sujets IA, comment vous faites-vous pour trouver les bonnes personnes, justement, pour mener à bien les projets que vous portez chez Orange? Ça, c'est une vaste question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver à bien? J'ai 7 minutes, non. Déjà, le point de départ, c'est on ne cherche pas à faire un projet d'IA, on cherche à résoudre un problème métier, donc un problème client, d'un problème de process, d'un problème de salarié, sur lesquels l'IA peut peut-être aider. Et c'est vrai que quand ChatGPT est sorti là, pendant 6 mois, c'était j'aimerais faire un projet d'IA. Alors, très bien, mais c'est quoi la problématique? Qu'est-ce que vos clients ils rencontrent comme problème? Qu'est-ce que toi, tu rencontres comme problème pour faire ton travail? Donc, déjà, pour faire un bon projet d'IA, il faut être bien clair sur le problème qu'on veut résoudre. Et ça, c'est un problème métier. Le deuxième sujet, c'est l'IA, et ça va être tarte à la crème ce que je vais te dire, David, c'est pour que l'IA fonctionne, il faut que les données sur lesquelles on s'appuie sont bonnes. La plupart du temps, c'est des données métiers. C'est pas juste messieurs de la DSI, messieurs de la data, mettez-moi à disposition les gisements de données que vous avez. Non, en fait, c'est comment est-ce que le métier qui veut l'utiliser assure la qualité de ce qu'on fait. Donc ça, et donc déjà, tu es déjà sur toute une phase de cadrage de ces projets d'IA qui est vraiment métier. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est utile pour le faire? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Et derrière, tu vas pouvoir regarder si finalement c'est pas un projet classique, c'est pas juste un petit peu d'automatisation à mettre en place, ou s'il y a vraiment de l'IA sur un certain nombre de fonctions, en tout cas qu'on peut mettre. Alors typiquement sur les IA génératives, elles sont super pour produire des synthèses de systèmes d'information qui sont ultra complexes. En tant qu'opérateur historique, on a un système d'information qui est ultra complexe.
ça vient simplifier l'ensemble de ce qu'on peut récolter dans les systèmes d'information pour ensuite produire ou générer des résumés, des documents, des choses comme ça. Et encore, je reste sur la partie générative, mais c'est vraiment ça. Donc après, sur la partie technique, tu vas avoir plutôt des personnes qui sont issues de la data science, donc on va dire plutôt de l'IA traditionnelle, on va dire d'avant la partie générative. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on prend aussi sur le sujet, plutôt en sortie d'école, mais je pense que c'est pas ça le facteur différenciant. Moi, je crois que c'est pas tant des problèmes. Alors, il y a des problématiques techniques fortes, c'est évident. L'IA générative ou l'IA, c'est pas juste mettre un outil sur quelque chose. C'est aussi la cadrer pour s'assurer qu'elle fasse le moins de bêtises possible. Quand bien même on n'est pas en train d'automatiser des tâches ou des actions, on permet à des hommes et des femmes de prendre des décisions sur ce qui en ressort, ou en tout cas d'en valider cette partie. Ça nécessite vraiment du cadrage, mais on est sur des profils, j'allais dire pour moi, de data scientists qui ont évolué, qui ont pris en main et qui ont testé, et comme vous disiez, qui ont mis les mains dedans en fait. Qui ont mis les mains dedans parce qu'ils se sont dit c'est en train de transformer mon métier. Et donc du coup, il vaut mieux que je sois acteur de cette partie-là. On a aussi pas mal de développeurs qui viennent plutôt de la partie data, qui sont montés sur ces briques-là, parce que en fait, elles sont moins, attention, parce qu'après il y a la gestion des biais, mais elles sont moins rigoureuses en termes de mathématiques, on va dire, sur cette partie-là. Si ce n'est qu'après, il faut travailler avec d'autres experts sur la gestion des biais. Donc voilà, je fais plus court, mais tu vois, je vais te répondre sur ces problématiques-là. On a des acteurs de la technique, mais c'est beaucoup d'investissements métiers. Et ça marche sur ces nouvelles IA parce qu'on en parle plus, parce qu'en fait, c'est moins boîte noire. Ces technologies-là sont plus tangibles. Et que comme concrètement, tu as des usages de ce que tu fais à la maison, ou que ton gamin, il te raconte en fait ce qu'il fait lui, tu rends un peu tangible ce que tu peux faire, donc tu te projettes dans en quoi ça peut te servir dans ton quotidien de professionnel, quoi. Complètement. Et une dernière question pour tous les trois. Je vais commencer avec toi, Raphaël, parce que tu es peut-être un peu plus éloigné, mais sur la question, justement, on a vu dans le baromètre que les contenus générés par IA suscitent évidemment beaucoup de craintes. Est-ce qu'il faudrait les labelliser et encore une fois accompagner les gens face à la typologie de contenu qu'ils ont en face d'eux, générés par IA ou non, ou à l'inverse, moi, je pense que ça peut aider. Tu vois, aujourd'hui, oui, on n'est pas les plus gros producteurs de contenu, clairement, en tant que tel. Par contre, on cherche à avoir ces solutions-là qui permettent de détecter des solutions, des productions de contenu qui, elles, sont suspectes, parce que du coup, on est plutôt sur la partie fraude, tu vois, en tant que tel. Ouais, enfin c'est des sujets qu'on regarde un petit peu sur cet angle-là, plutôt fraude en fait. Surtout accompagnement, identification des sources. Smara, sur cette question, est-ce qu'il faut, sur des contenus produits, est-ce qu'il faut faire savoir ou pas que l'IA a été utilisée? Oui, nous, clairement, on l'utilise à l'interne au sein des fonctions support. Moi, par exemple, j'ai la com dans mon périmètre. On a des bibliothèques d'images qu'on produit avec l'IA, etc. Mais on a fait le choix chez Docapos de l'afficher. Donc on a un petit logo qui dit produit par l'IA. Et puis on a pris ce choix de l'afficher. Après, l'IA peut être aussi très utile. Et ça, j'aimerais quand même aussi qu'on en parle une minute. Nous, on a développé une solution d'intelligence artificielle pour les médecins des hôpitaux qui permet de faire des synthèses de dossiers. Ça, on l'a pas développé nous en interne, on l'a fait avec les médecins. On a eu des hôpitaux qui ont travaillé avec nous pour pouvoir le faire et que ça corresponde le plus à leurs besoins. L'IA peut être très utile aussi dans l'éducation, par exemple dans les apprentissages. Elle peut détecter un niveau et puis accompagner en fonction du niveau de l'élève en question. Donc voilà, tout est une question aussi d'éthique derrière, je pense. Anis, vaste sujet en matière de création de contenu, mais quelle place pour l'IA dans la création de contenu? Et est-ce qu'il faut accompagner les gens pour qu'ils sachent ce qu'ils ont en face d'eux? Je vais essayer de faire bref. Déjà, dans la création de contenu, c'est un débat. Vous imaginez même pas à quel point
entre youtubeurs, tout le monde dit oui, il y en a d'autres qui disent non. Pour ceux qui connaissent Joueur du Grenier, il crie à chaque fois que quelqu'un lui dit t'as utilisé de l'IA. Bref, c'est vraiment un gros débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit utiliser de l'IA dans la création de contenu? Est-ce qu'on doit le dire? La réponse, cool guys, c'est de dire oui, il faut le dire, il faut prévenir les gens, etc., etc. Moi, je crois qu'à terme, en fait, on se posera même pas la question. On arrêtera juste de le dire parce qu'en fait, c'est juste un outil. En vérité, l'intelligence artificielle, moi, ça me fait assez sourire quand je vois certains qui disent, en fait, là, vous avez utilisé de l'IA, donc il faut le dire. Mais ok, mais en fait, ça fait 10 ans que Photoshop, ils ont mis des trucs d'IA de lisseur de peau, et pour autant, vous voyez pas à chaque fois une pub de mannequinat, de luxe ou whatever dire généré par IA, etc., etc. Je pense que c'est un outil. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet assez chaud. Donc, je pense le cool guys éthique dit oui, il faut le dire, etc. Je pense qu'à terme, on ne le dira plus. Après, est-ce qu'il faut réussir à détecter ou pas du contenu par IA? Moi, j'ai crié sur certains journalistes il y a 2-3 ans quand ils nous balançaient des articles. Voici comment détecter qu'une photo est générée par IA ou pas. Pourquoi j'ai crié? Parce que, en fait, toute méthode qui prétend pouvoir détecter une photo par IA ou pas est absolument fausse. D'accord, il y a Meta, il y a 5 ans, ils ont fait un challenge de $1 million à celui qui réussirait à faire en sorte de réussir à détecter des photos générées par IA ou pas. Le meilleur algorithme, il a eu 60% de réussite. 60% de réussite, ça veut dire quoi? Quand vous avez le benchmark, il est à 50%. 50%, c'est quoi? C'est un random total, c'est-à-dire oui ou non. Et du coup, c'était juste un peu au-dessus du random et on n'était même pas avec les algorithmes d'aujourd'hui. Donc moi, je pense que faire croire aux gens qu'on va être capable de détecter du contenu généré par IA, je pense que c'est dangereux parce que plus que le faux, ce qui est dangereux, c'est la sécurité la prétention de sécurité de croire qu'on est capable de détecter. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut considérer qu'à moyen terme, et maintenant à court terme d'ailleurs, il sera impossible de détecter qu'un contenu textuel, vidéo ou image sera généré par IA. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'éduquer les gens sur le esprit critique, c'est-à-dire de vérifier d'où vient la source, qui l'a publié, est-ce que c'est réel, est-ce que Trump a vraiment mis, j'en sais rien, moi, une claque à Will Smith sur une vidéo, est-ce que c'est plausible de croire ça, etc., etc. Et à la place de juste se conforter dans un sentiment en disant non, regardez, il n'a pas 6 doigts, il a 5 doigts, donc ça veut dire que c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un vaste sujet. On n'a pas fini d'en entendre parler.